Déjà, merci à toi, Sophie, de m'avoir proposé de participer. Merci à ceux qui nous rejoignent. Ça fait toujours plaisir de voir que ces questions intéressent, même au-delà des cercles de chercheurs. Voilà, moi je suis Valentin Russeil et je vais vous présenter le résultat de mon travail que j'ai mené dans le cadre d'un postdoctorat avec l'UMR Innovation, et en étant chez INRAE. Donc j'ai terminé le postdoc en début d'année et j'ai repris d'autres activités, ce qui fait que je continue à valoriser un certain nombre de résultats sous forme d'articles notamment, et puis voilà, dans le cadre de cette présentation. Donc la question telle qu'elle était posée au démarrage de mon postdoc, c'était est-ce qu'on peut envisager une synergie entre l'autonomisation alimentaire et l'écologisation, l'agroécologisation, donc à l'échelle d'un système alimentaire territorialisé, puisque très tôt, il a été question de s'intéresser notamment à deux îles, donc la Réunion, que je connais bien puisque j'y suis né et j'y vis, et puis la Corse, que je connaissais très peu. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu mener mes travaux pendant 2 ans pour comparer, à l'aide d'analyses notamment de vision d'acteurs, quelles étaient les possibilités de transition sur ces territoires et à quel point ces transitions pouvaient mettre en synergie à la fois donc autonomie alimentaire et écologie à l'échelle du système alimentaire. Et voilà. Alors, je pense que alors notamment si on travaille dans la recherche sur les questions agricoles, mais même si on s'intéresse au débat public sur ces sujets, la question de savoir si l'agriculture peut à la fois permettre, même à l'échelle d'un pays comme la France, d'atteindre une souveraineté alimentaire et en même temps respecter, on va dire, tout un ensemble de limites planétaires, des ressources naturelles, qui est plutôt une promesse que fait l'agroécologie. C'est une tension qu'on peut observer de plus en plus dans le débat public, même si certaines personnes rappellent que l'état de nos sols ou de nos nappes d'eau est aussi nécessaire à notre souveraineté. Il y a quand même des tensions qui apparaissent. Je prends deux exemples, un assez connu et puis un moins connu. Donc je sais déjà plus, je pense que c'était l'année dernière ou il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans où il y avait eu donc des grandes manifestations d'agriculteurs pour différentes raisons, mais notamment une des choses qui était sortie au niveau du gouvernement après ces mobilisations, c'était la fameuse doctrine de n'interdire des molécules qu'en présence d'alternatives, et un objectif réaffirmé de souveraineté alimentaire. Donc là, on voyait bien deux objectifs qui avaient du mal à s'allier, quoi, celui de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et celui d'aller vers plus de souveraineté alimentaire. Et puis un exemple moins connu, au niveau des îles, au niveau de la Réunion notamment, où depuis quelques années, on se rend compte que la mise en œuvre d'EGalim, des États généraux de l'alimentation, pour avoir davantage de produits de qualité, notamment dans les cantines, ça conduit en fait à augmenter du coup des importations de produits bio. Et donc on a là aussi une divergence d'objectifs entre la question de l'autonomie alimentaire et la question euh, de produits de qualité. Alors pour m'attaquer à cette question, j'ai utilisé principalement un cadre conceptuel qui est celui du système alimentaire. Donc j'aime bien cette schématisation de Van Berkom de 2018. Et plus particulièrement, c'est un système alimentaire que je vais analyser par la suite à l'échelle donc d'un système alimentaire territorial. Donc il y a deux grandes, on va dire, aspects que je vais regarder donc à partir de ce système alimentaire. C'est d'abord donc la question de l'autonomie alimentaire. Donc là, il y a notamment le travail de Clapp qui nous rappelle que l'autonomie alimentaire, c'est vraiment un degré sur un continuum entre un système alimentaire totalement ouvert au marché d'un côté et un système totalement indépendant par rapport au marché extérieur. C'est un peu deux extrêmes et puis
l'autonomie, enfin le degré d'autonomie se balade quelque part entre ces deux pôles. Et puis je vais y revenir sur un certain nombre de dépendances qui sont posées par cette question de l'autonomie alimentaire. Et puis la question donc de la transition agroécologique territorialisée, ou ce que moi j'appelle ici écologisation, où là on peut prendre un peu trois éléments de la littérature. La question vraiment de l'adaptation des pratiques agricoles, la préservation des ressources naturelles, on parle aussi de substitution des intrants, etc. La question du développement du système alimentaire territorialisé sous-jacent. Donc cette idée que ce n'est pas juste un remplacement d'intrants au niveau agricole, mais bien une modification aussi des chaînes d'approvisionnement, des relations entre opérateurs et puis plus largement une reconnexion entre agriculture, alimentation et environnement. Sur la question de la transition agroécologique, c'est un sujet qui est quand même bien connu et bien balisé dans la littérature. Sur la question de l'autonomie alimentaire, c'est toujours, parce que ça fait quelques années que je travaille sur ce sujet, toujours un peu plus, on va dire, compliqué. Donc je vais juste faire un petit focus là-dessus, parce que c'est peut-être un peu moins connu, en rappelant que cette question de l'autonomie alimentaire, en fait, où là, moi, je parle de l'autonomisation, donc c'est bien le processus, en fait, sur ce continuum d'un système alimentaire totalement ouvert vers un système plus indépendant. C'est ce processus de gagner des degrés d'autonomie, en fait. Et ces degrés d'autonomie, c'est quoi? En fait, c'est une réduction d'un certain nombre de dépendances qui sont identifiées effectivement dans la littérature. Donc directement, ça peut être des importations de nourriture, ça peut être aussi l'ensemble des intrants, notamment synthétiques le plus souvent, extérieurs qui sont importés pour la production locale. Après, c'est tout un ensemble de relocalisation d'activités également, des agro-industries notamment, mais aussi des chaînes de distribution. C'est aussi, enfin, quelques éléments qui sont moins connus ou qui viennent moins en tête quand on pense à l'autonomie alimentaire. C'est la question des connaissances et de la gouvernance. Est-ce que ce sont des ressources, entre guillemets, qui sont mobilisées localement? Et également, est-ce que à quel point les organisations, les institutions agricoles permettent une certaine décentralisation et autodétermination des politiques agricoles et des outils juridiques associés. Donc ça, c'est vraiment la question de la souveraineté alimentaire telle qu'elle a été définie initialement, on va dire. On reviendra sur ce terme de souveraineté alimentaire. Qui est aussi qui peut être une composante perçue comme une composante de l'autonomisation. Alors, plus particulièrement, je me suis intéressé à deux territoires d'études, deux îles, donc l'île de la Réunion et la Corse. Pourquoi ces deux îles par rapport à cette transition vers plus d'écologisation et d'autonomisation? Donc déjà parce que ce sont des systèmes alimentaires particulièrement vulnérables par leur statut d'île, parce qu'ils sont plus ou moins isolés. Donc c'est particulièrement vrai pour la Réunion et notamment pendant les blocages des Gilets jaunes où au bout de 3 semaines de blocage, par exemple, les animaux d'élevage n'avaient presque plus à manger. Voilà, c'était une conséquence très concrète du blocage de la dépendance au fret maritime. Sur ces deux territoires, on est à une couverture par la production locale entre 10 et 30% des besoins massiques en nourriture de la population par an. Donc une grosse dépendance de plus de 70 à 90% aux importations. Et également parce que ce sont des systèmes alimentaires qui, comme ils sont inclus dans des îles, sont particulièrement dépendants de ressources naturelles qui sont fragiles, limitées. L'eau, mais aussi les sols, la biodiversité, des ressources qui sont de plus en plus menacées par le changement climatique, mais aussi par les activités humaines. Et enfin, des systèmes alimentaires qui sont particulièrement moteurs sur ces deux questions que sont l'agroécologie et la souveraineté ou l'autonomie alimentaire d'autre part. Et donc, notamment, on a deux documents cadres. Un document pour la Corse qui est le rapport du CESEC de 2019 qui vraiment fixe cette question, enfin engage cette stratégie de plus d'autonomie alimentaire et de préservation des ressources naturelles. Et la préfecture de La Réunion qui a publié un document sur un plan de souveraineté alimentaire qui mentionne aussi la question de l'agroécologie.
Alors, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est quelles sont les caractéristiques et les conditions d'une donc transition, écologisation, autonomisation des systèmes alimentaires réunionnais et corse, avec cette idée que le système alimentaire, il est organisé en un certain nombre de réseaux d'acteurs qui ont des paradigmes et des valeurs. Donc, on pense beaucoup à la multilevel perspective de Giles, mais il y a aussi là ce que j'ai représenté, une schématisation là de Gaëtan Cremaschi sur les différents systèmes d'acteurs qui coexistent en fait au sein d'un système alimentaire. Chacun de ces réseaux ont en fait leur propre perspective du futur et d'un certain chemin de transition pour y parvenir. Ça, c'est ce qu'on va appeler la vision de la transition. Et ça, tout ça, ça implique qu'il y a une diversité de visions de cette transition, autonomisation, écologisation, a priori, à l'échelle de ces systèmes. Donc, c'est notre première hypothèse qu'on va essayer de vérifier, qu'effectivement, il y a des visions contrastées qui existent de cette transition portées par des réseaux distincts et que certaines de ces visions vont être, on va dire, plus ambitieuses que d'autres, ou en tout cas permettre une meilleure synergie, viser une meilleure synergie que d'autres. On va essayer de les identifier. Et une autre hypothèse, c'est que ces visions sont pas, sont, enfin, moins accessibles ou difficilement accessibles, notamment par l'emploi de certains termes qui sont polysémiques, comme souveraineté alimentaire ou agroécologie, et qu'il faut passer par euh, un moyen détourné pour essayer de les révéler, en fait, ces visions. Et donc là, le choix qui a été fait, c'est de travailler avec des controverses pour vraiment essayer de révéler ces clivages qui travaillent les systèmes alimentaires d'études. Et donc ça, voilà, c'est notre seconde hypothèse qu'on va réussir à révéler ces visions par la mobilisation de controverses sociotechniques. Alors au niveau de la méthode, donc on a commencé par effectivement ce diagnostic de controverses sociotechniques. On a travaillé avec un panel d'acteurs un peu particulier sur chaque territoire que j'ai appelé des acteurs tête de réseau. Donc notamment la lecture d'un article de Pachou, vraiment cette idée que il y a des acteurs clés qui sont porteurs de vision et que ce sont ces acteurs-là qu'on va essayer d'enquêter pour aller récupérer un maximum d'éléments sur ces visions de la transition. Donc des acteurs avec une position hiérarchique élevée et une capacité d'influence reconnue sur l'ensemble du système alimentaire aussi. Donc typiquement pour la Réunion et la Corse, voilà un peu un listing des acteurs. Donc on a tous les acteurs en vert, c'est vraiment plutôt des acteurs qui sont dans les circuits d'approvisionnement directement. Et après un ensemble de structures, on va dire soit support, soit des pouvoirs publics, également des organisations de la société civile. Avec, c'est important de le noter, j'y reviendrai, des difficultés à mobiliser les acteurs de la distribution sur ce type d'études. Une fois qu'on avait identifié ces acteurs tête de réseau, on les a donc enquêtés avec un questionnaire notamment qui les faisait beaucoup se positionner sur ces questions d'autonomie alimentaire, d'agroécologie. Et l'idée, ça a été vraiment de chercher avec une première lecture de ces retranscriptions d'entretien un certain nombre de points divergents qu'on allait poser en fait comme des controverses et qu'on a posé comme des controverses au sein d'un questionnaire où là l'idée ça a été de réussir après à quantifier les postures des acteurs. Donc par exemple, une controverse pour le système alimentaire réunionnais, ça a été celle-ci: pour augmenter la consommation de produits locaux de qualité, il faut se limiter à produire les denrées que veulent manger les Réunionnais et qui sont facilement cultivables localement. Donc ça, on savait que c'était défendu par certains acteurs et d'autres acteurs avaient un discours complètement différent là-dessus. Ou pour le système alimentaire corse, l'autonomisation alimentaire ne doit pas se traduire par une baisse des volumes de produits corse exportés. Donc là, clairement, ce qui est derrière cette question, c'est la filière agrumes et la filière vin, que certains acteurs mettent en avant comme une composante de la souveraineté alimentaire, alors que pour d'autres, ce sont des concurrents pour les capitaux, pour le foncier, et pour la ressource en eau. Et on va quantifier par une échelle de Likert, en fait, à travers ce questionnaire, le positionnement des acteurs par rapport à des controverses qu'on a donc posées comme des affirmations tranchées. Et donc le but, c'était de déclencher des réactions d'accord ou de désaccord par rapport à ces controverses-là.
À partir de l'ensemble des postures des acteurs, on a ensuite identifié d'abord ce qu'on appelle les controverses discriminantes. Donc là, c'est plutôt pour des questions statistiques, essayer de trouver les variables statistiques qui permettaient d'expliquer au mieux voilà la variabilité des réponses. Et donc là, on a un test statistique et un indicateur qui est l'indice KMO, où on a essayé de faire en sorte qu'il soit supérieur à 0,6 pour pouvoir ensuite faire un clustering des acteurs par analyse en composantes principales. Donc là, l'idée, c'est vraiment, par ce clustering, de en fait reconstituer des groupes qui ont des postures similaires sur ces controverses et qui donc, a priori, partagent des visions similaires de ce qu'est le système alimentaire et de où il devrait aller. Sur cette question des controverses discriminantes, donc là, c'est un exemple avec la Réunion. Donc là, c'est, on va dire, la matrice de corrélation à partir des données de questionnaires. Et donc, l'idée, ça a été de repérer en fait des variables sur lesquelles, donc là, on voit, il n'y a pas de petite étoile, donc c'est des corrélations qui sont non significatives, et en fait de supprimer comme ça certaines variables, donc certaines controverses, jusqu'à dépasser le seuil de 0,2 d'un indice KMO de 0,6. Et donc, en essayant de supprimer voilà les variables qui présentaient le moins d'étoiles, qui étaient les moins significatives, pour ne garder que les variables les plus significatives, donc les controverses les plus significatives. Donc, on est même arrivé à un indice de 0,81 pour la Réunion. Et à partir de ça, on peut faire donc un test statistique, un clustering après ACP. Et donc là, par exemple, on voit qu'on a trois groupes avec donc des postures similaires. Et la dernière étape, ça a été donc de, on va dire, construire vraiment le narratif de ces visions et comparer ces visions de transition. Donc pour faire ça, on s'est basé sur ce que je vais vous montrer qu'on a appelé des controverses clés. L'idée étant que donc on a un certain nombre de controverses qui sont discriminantes qu'on a gardées pour la CP, et ensuite on a des controverses où au sein d'un groupe les acteurs sont particulièrement en accord ou en désaccord par rapport à la controverse telle qu'elle a été posée dans le questionnaire. Et donc là, par tâtonnement, on s'est rendu compte que un seuil de 70% de consensus, donc positif ou négatif, sur une controverse, ça permettait d'avoir suffisamment de controverses clés par groupe pour donner un peu, on va dire, l'armature de la vision de ce groupe. Et le fait d'en mettre, enfin de monter trop ce seuil, ça diminuait, on n'avait plus assez de controverses clés, et le fait de trop le baisser, on en avait trop, ou en tout cas on perdait en différenciation quoi entre groupes. Et puis après, il y a eu un travail donc à partir de l'analyse des discours, de toutes les données récoltées en entretien et aussi dans tous les commentaires, par exemple, du questionnaire, de vraiment compléter par l'analyse de discours le contenu des visions. Donc je vais passer assez rapidement, mais voilà, c'est pour montrer. Donc sur la réunion, au questionnaire, on a eu donc 28 répondants. On a gardé 16 controverses sur 21 discriminantes, donc après matrice de corrélation. Et donc, elles sont représentées ici. Donc là, c'est la posture des acteurs sur ces 16 controverses. Et alors, vous voyez qu'il y a donc le clustering a donné trois groupes à partir de ces postures. Donc là, les postures sont représentées par groupe. Donc le groupe vert, le groupe jaune et le groupe marron. Et on a des groupes qui sont grisés pour certaines controverses. Et en fait, ça, c'est le fait que en fait, les postures pour cette controverse, pour ce groupe, sont trop étalées. Et du coup, on n'arrive pas à avoir une posture claire du groupe sur ce sujet. Donc, ce sont pas des controverses clés. Au contraire, celles qui sont représentées ici ce sont vraiment les controverses qui permettent d'identifier on va dire vraiment l'identité d'un groupe et de reconstruire une vision, un narratif. Donc à partir de ça, on a donc reconstruit pour chaque groupe, pour différents items, on va dire vraiment ce qui constitue l'identité de sa vision. Donc sur la question par exemple de l'autonomie alimentaire. Donc sur les trois groupes réunionnais, on a alors souvent ce terme de souveraineté alimentaire qui revient, mais qui peut désigner du développement agricole, une question d'autonomie à très long terme, ou vraiment une autonomie plus stricte. Sur la question de la préservation, on va dire des ressources de l'agroécologie, on a des postures qui vont de l'agriculture raisonnée à une agriculture et alimentation durable qui est finalement équivalente à l'agriculture biologique.
sur l'organisation des opérateurs. On a beaucoup de débats sur la question de la structuration. Quel est le meilleur type de structuration? Est-ce qu'on est plutôt effectivement sur des interprofessions ou des coopératives? Est-ce qu'on est plutôt sur des modes plus diversifiés et des réseaux plus diversifiés? Aussi de la question de alors pour la Réunion, c'est la question de la place de la canne à sucre. Est-ce que la canne à sucre doit rester un pivot agricole dans le système donc agricole et donc forcément alimentaire. Sur la question des régimes alimentaires, on va dire des habitudes de consommation, là c'est très intéressant aussi de voir que les groupes n'ont pas du tout la même sensation de contrôle qu'il est possible d'avoir sur l'évolution des régimes alimentaires et que ça joue beaucoup en fait sur leur capacité à se représenter l'environnement de contrainte qui pèse sur la transition. Sur la question du rôle de l'intervention publique, on est beaucoup entre, on va dire, un maintien bon an mal an des aides existantes à destination prioritaire des filières organisées ou une ouverture en fait de ce système d'aide pour intégrer des agriculteurs au sens large, y compris des très petits producteurs qui ne bénéficient pas forcément aujourd'hui de statut, voire même donc des groupes qui veulent voir des mesures de protectionnisme, donc une intervention beaucoup plus forte de l'État sur les marchés et un certain nombre de plaidoyers à faire remonter jusqu'au niveau européen pour modifier, par exemple, l'équilibre entre le premier et le second pilier. Et puis au niveau de la gouvernance, se repose la question du rôle de la structuration, de la place des filières et de qui est légitime pour décider sur toutes ces questions agricoles. Et notamment, est-ce que ces questions doivent s'ouvrir aux citoyens, au grand public, à des collectifs, on va dire, plus ou moins non agriculteurs. Donc on a nommé chacun de ces groupes. Donc le premier, c'est vraiment la structuration de filières agroalimentaires autour d'un pivot canne à sucre. Le deuxième, c'est l'autonomisation ciblée, l'agriculture raisonnée, voire biologique. Et le troisième, c'est une transformation agroécologique, sociétale, planifiée et décentralisée. Pour la Corse, on retrouve, alors on a 4 groupes d'après l'ACP, mais en fait on retrouve sensiblement des choses similaires. Sur les différents items, on a en fait les groupes 3-4 qui sont assez proches du groupe 1 réunionnais. Donc, alors avec un accent plus fort sur la question de l'autonomie alimentaire qu'à La Réunion, mais aussi un accent moins fort sur la question de l'agroécologie. Donc pour beaucoup d'acteurs, en fait, la Corse est déjà un territoire agroécologique et la priorité est plutôt voilà d'augmenter les taux de couverture par la massification, notamment de l'offre. Et donc c'est sur cette question de la massification de l'offre où là il y a beaucoup de, on va dire, de différences qui apparaissent entre des groupes qui considèrent que il faut vraiment des infrastructures logistiques très très fortes. Donc ça, c'est vraiment l'identité du groupe 3 et du groupe 4, avec le groupe 4 qui accentue davantage la question de la structuration en filière, en interprofession, etc. Euh, le groupe 1 partage aussi cet intérêt pour une grosse infrastructure logistique, donc qui est le marché d'intérêt territorial, hein, qui est quelque chose qui est vraiment promu notamment les groupes 1, 3 et 4. Le groupe 2 s'en distingue beaucoup par une vision beaucoup plus décentralisée de ce à quoi devrait ressembler la transition et le système alimentaire avec beaucoup plus de petits producteurs et de circuits courts. Je passe rapidement sur la diète méditerranéenne, donc qui est l'évolution, on va dire, idéale un peu du régime alimentaire pour correspondre aux productions locales. Là, on a aussi, comme pour la Réunion, finalement, des groupes 3 et 4 assez proches du monde agricole qui considèrent que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas la main et donc c'est plutôt une contrainte à laquelle qu'il faut subir, à laquelle il faut s'adapter. Sur les aides, on a vraiment une distinction entre, notamment dans le groupe 1, ce qu'on appelle les aides consenties et les aides subies. J'ai bien aimé cette expression, donc avec cette idée que est-ce qu'on continue à aider tous les modèles de manière égale, quitte à aider des modèles qui ont des faibles niveaux technico-économiques, une faible productivité, ou est-ce qu'on défend quand même ces systèmes et on essaie de les amener vers du mieux? Ou est-ce qu'on va vraiment vers voilà des aides consenties qui seraient plutôt d'orienter en fait les financements uniquement vers du local et de la qualité.
sous-entendu agroécologique, avec le risque de perdre certains producteurs, certains agriculteurs en chemin. Et puis, comme à La Réunion, un gros dissensus sur qui est légitime pour décider de tout ça. Est-ce qu'on inclut la société civile? Quelle est la définition d'un agriculteur? Voilà, notamment ce genre de choses. Et donc là, on a donc 4 groupes. Massifier l'offre locale le plus durablement possible, ranimer un tissu de petits producteurs dans les territoires, massifier toutes les offres et l'export autour d'un marché d'intérêt territorial, ou structurer les filières en interprofession pour équilibrer les chaînes de valeur, avec vraiment ces 2 derniers groupes qui peuvent être presque liés entre eux. Et donc, en essayant de comparer un peu mieux ces territoires, je propose donc de les positionner sur une échelle, donc une double échelle de, on va dire, radicalité entre guillemets de la transition, autonomisation et transition agroécologique. C'est pas une échelle quantifiée, c'est une échelle plutôt qualitative, où sur la transition autonomisation, on peut dire qu'on part d'un point avec un système alimentaire donc totalement ouvert au marché, organisé selon ses avantages comparatifs, sans régulation. Et on va petit à petit, donc on passe sur du développement agricole, euh, où on développe à la fois des productions alimentaires, mais pas que. Et on pense la souveraineté à une échelle supérieure. La question de l'équilibrage de la balance commerciale alimentaire. L'autonomie alimentaire, donc une définition proposée notamment qui est inspirée de celle du CESEC en Corse, où c'est vraiment l'idée de maîtriser en fait ses dépendances. Et puis l'autarcie tout au bout, qui est vraiment l'idée d'un système alimentaire totalement fermé. Et sur la transition agroécologique, 3 niveaux, donc vraiment ce qu'on appelle l'agroécologisation faible, la substitution des intrants, teinté aussi de techno-optimisme, on va l'avoir pour certains groupes d'acteurs. La modernisation écologique forte, qui se distinguerait de l'agroécologisation profonde ou agroécologie systémique, par notamment la décentralisation du pouvoir et de la gouvernance. Et donc, on peut placer là-dessus, en fait, les différentes visions qu'on a mis en évidence sur les territoires. Et en fait, on se rend compte qu'on a 3 groupes. Donc vraiment, ce premier groupe très proche du monde agricole, qui intègre très fortement le régime sociotechnique dominant, assez conservateur, avec finalement des ambitions un peu plus élevées sur l'axe de l'autonomisation, mais assez modestes sur la transition agroécologique. Un groupe dans lequel on a aussi beaucoup de décideurs publics, qui est une vision un peu intermédiaire, plus à long terme, où on essaie plutôt voilà d'équilibrer la balance commerciale et on va dire d'aller plus loin sur l'agroécologie, mais en étant quand même peu coercitif et en s'appuyant surtout sur l'incitation. Et puis un troisième groupe où là on est vraiment sur l'agroécologie profonde, avec vraiment une visée de l'autonomie alimentaire et une transformation des rapports de force, une transformation des rapports entre opérateurs. Et bon, c'est ce que j'ai essayé de figurer ensuite, on va dire on va dire les grandes thématiques qui, après analyse des discours, selon moi, séparent, on va dire, chacune de ces 3 patates. La première, c'est vraiment voilà les règles du libéralisme et du marché qui sont vraiment perçues comme des contraintes non négociables. La gouvernance agricole qui revient légitimement aux filières organisées et une action publique qui devrait être seulement incitative. C'est ce qui, pour moi, je pense, c'est vraiment ce qui sépare les 2 groupes et ce qui constitue aussi un certain nombre de freins pour aller vers une transition agroécologique qui serait plus ambitieuse. Et le dernier cran, c'est vraiment cette question de la décentralisation du pouvoir et de la structuration agricole, voilà, avec cette idée de plutôt régionaliser interproduction qu'avoir des organisations intraproduction à l'échelle du territoire. Cette notion donc de transversalité, la question de la participation citoyenne, la question du projet sociétal, du changement des règles économiques. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui paraissent impossibles en fait, notamment pour le groupe le plus en bas. C'est des questions que solutionne en fait ce groupe, enfin ces 2 groupes, par un changement vraiment des règles économiques
Et c'est la même chose sur la question des questions techniques pour généraliser l'agriculture biologique. Pour ce groupe-là, c'est pas un problème dans la mesure où tout le système en fait est réorganisé euh, par des circuits courts, par des relations différentes entre opérateurs, par du protectionnisme, etc., pour permettre en fait des prix plus compétitifs avec ces techniques d'agriculture biologique. Et puis une remise en cause forte des cultures d'exportation, donc agrumes et vins en Corse et canne à sucre à La Réunion. Et une dernière chose qui me paraît intéressante de souligner, c'est que tous ces groupes, plus ou moins, utilisent le terme de souveraineté alimentaire, mais en fait, le spectre de la souveraineté alimentaire, il va finalement du développement agricole jusqu'à l'autonomie alimentaire. Et donc, les acteurs ne se comprennent pas, et je pense que c'est une des raisons de l'incompréhension. Principale conclusion, donc, cette vision répartie sur les territoires, regroupée en trois grandes visions, finalement, d'une transition, écologisation, autonomisation, qui sont donc révélées par l'analyse de controverses locales. Ces visions qui sont pas totalement apparentes, notamment par ce terme de souveraineté alimentaire, qui masque en fait un certain nombre de divergences fortes entre groupes. On a une vision conservatrice sur les deux territoires qui est très proche du régime sociotechnique, qui promeut finalement un développement agricole et une agroécologisation faible. Et les deux visions qui mettent davantage en synergie autonomisation et écologisation, c'est une plutôt portée par des pouvoirs publics qui est une vision plus à long terme de changement graduel et de coexistence entre modèles, et une vision plus radicale d'agroécologie profonde et transformation voilà, plus systémique, plus rapide, et un certain nombre de freins donc que j'ai listés précédemment verrouillent en fait ces transitions un peu successives ou font que ces transitions apparaissent plus radicales. La gouvernance donc qui actuellement est captée essentiellement par la première vision, un certain nombre de contraintes économiques et de marché qui pèsent et rendent euh, comment dire, irréaliste aux yeux de certains acteurs la transition vers plus d'autonomie et d'agroécologie. La question de l'action publique plus coercitive, qui n'est pas envisagée pour certains acteurs alors qu'elle l'est pour d'autres. Alors, sur les opérateurs en aval, tout le monde est à peu près d'accord, mais vu qu'ils étaient peu présents dans l'étude, il y a un petit biais. Je vais y revenir. Et puis plus largement, une forme de dépendance au sentier, pour deux modèles agricoles qui ont aujourd'hui une grande place pour des cultures d'exportation, ce qui génère voilà un certain nombre de frictions entre visions, voire de frictions entre filières, même si elles sont pas forcément apparentes. Voilà et terminer en disant que c'est un travail pour moi assez surprenant dans le sens, enfin les résultats sont surprenants dans le sens où on a deux territoires très différents avec des points de départ et des histoires très différentes, mais on se rend compte qu'il y a une forme de convergence dans les questionnements et les formes que prend la transition et les freins rencontrés par ces différentes transitions sur les deux îles. Au niveau des limites, je vais passer rapidement, mais au niveau méthodologique, deux sollicitations successives, l'entretien plus le questionnaire a fait qu'on a perdu un certain nombre d'acteurs tête de réseau en cours de route. Formuler des controverses s'est avéré plus difficile que prévu. Je pourrais y revenir dans les questions si ça vous intéresse. La question de l'indice KMO, notamment pour réaliser l'ACP, on avait un indice KMO qui est resté assez faible pour la Corse, hein, on était à 0,6, même en supprimant beaucoup de controverses, enfin en les supprimant, on va dire, du clustering, même si on les a récupérés après dans l'analyse de discours. L'anonymisation des acteurs, donc qui est totale hein, dans ce travail, parce qu'on estimait que c'était des sujets sensibles, mais ça pose aussi un problème. Enfin, ça bloque. Si on veut analyser plus finement le lien entre vision promue et nature des acteurs. Et puis, donc, comme je l'avais dit, grande difficulté à mobiliser les acteurs de la distribution sur cette étude. Si vous aussi vous rencontrez ces difficultés, vous pouvez leur dire que s'ils ne participent pas, eh bien, ça génère des biais en leur défaveur, ce qui est bien le cas ici, puisque tout le monde leur a tapé dessus. Donc voilà, les absents ont toujours tort, et ça serait bien de réussir à les mobiliser sur ces études de système alimentaire.
Voilà, merci.